volatilité est importante, si on est au-dessus, par exemple, en dessous de bande de Bollinger, je vais chercher à intervenir plutôt dans la frange basse. Et là, en fait, on a un niveau de tension un petit peu max, et souvent, vous voyez la décompression, c'est-à-dire que là, il y a l'élastique qui s'est tendu, on est revenu dans la bande de jaune, et moi, l'idée, en fait, c'est de me mettre short dans la bande jaune, avec des ordres OCO, ordre parent contingent, c'est-à-dire que dès que je suis pris, j'ai l'ordre qui s'active de prise de profit à 2 ticks, et j'ai un risque qui s'exprime à 7 ticks. Alors c'est un petit peu risqué, c'est de la contre-tendance, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi et que je ne sais même pas si je l'enseignerai un jour parce qu'il faut quand même déjà avoir une certaine expérience de trading pour se permettre de travailler en contre-tendance et d'avoir des reward rates qui sont techniquement très mauvais. C'est-à-dire quand je lance une opération, je vais aller chercher 2 points quand je gagne, mais si je perds, j'en perds 6 ou 7, c'est plus 7 que 6. Mais paradoxalement, ces schémas, depuis que je l'utilise concrètement sur mon compte, j'ai commencé très progressivement au mois de janvier, j'ai quand même quasiment 92% de taux de réussite, donc ce qui permet tout à fait d'avoir de continuer dans ce sens-là. Donc j'essaierai de prendre quelques positions là-dessus et de vous expliquer. Alors là on voit le contrat Bund, hein, les taux allemands, donc le contrat Bund en ce moment on est sur la partie, la première partie de la partie jaune. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là par rapport à la volatilité des marchés qui s'est accrue un peu depuis hier soir avec les marchés américains, par rapport un petit peu à la baisse importante ce matin des marchés, moi je vais plutôt essayer d'attaquer dans la profondeur de la bande jaune, vraiment essayer d'aller chercher la limite pour essayer d'acheter et d'aller chercher 2 ticks. Voilà c'est un achat sur la bande. Un achat sec sur la... Et tout de suite les ordres vont s'activer pour aller chercher 2 ticks et je vais sortir dès que j'aurai gagné 2 ticks. C'est très chirurgical. L'opération, le timing le plus serré que j'ai eu, c'est une opération qui a duré 2 secondes en fait. Voilà. Et ça va être difficile de battre ce record parce qu'on ne descend pas en millième de seconde pour voir les opérations. Mais important, quand vous rentrez en position, quand tu rentres en position, il y a un stop, les stops est tout de suite placé, tout de suite, et l'objectif aussi. Exactement. Voilà. Et sur le CAC 40, ça donne quoi là en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Alors sur le CAC 40, on a le même concept, mais vous voyez, il est plus intéressant pour le moment de suivre le Bund, qui est beaucoup plus élastique que le CAC. On est très éloigné des bandes jaunes. Et alors j'ai d'autres schémas, notamment les schémas du livre sur le scalping, où je vais travailler plutôt une poursuite du mouvement de hausse ou de baisse avec des rebonds contre des bandes rouges, enfin des systèmes que j'ai mis en place. Voilà. Est-ce que vous traitez en priorité tout au long de la journée? Vous avez vos sous-jacents habituels, vous en expérimentez d'autres, ou vous travaillez sur quoi habituellement? En fait, je travaille essentiellement sur le marché des taux, donc le Bund allemand, le DAX, le CAC, mais peu de CAC, le Nasdaq et grosso modo c'est à peu près tout, un peu d'Eurostock 50, mais souvent en fait sur ces schémas d'élasticité j'ai 4 marchés, sur les autres schémas tactiques je suis 6-7 marchés. Voilà. L'élasticité reste assez nouveau et pour l'instant je me cantonne à 4 marchés. Pas de nickel ce matin, donc vous avez pu dormir tranquillement. Oui. Moi je prends aucune position la nuit. Une journée normale de gain, c'est quel montant à peu près? Grosso modo en fait je limite également volontairement à 3-4 opérations, c'est-à-dire quand j'ai gagné 3-4 opérations, j'arrête ma journée. Là chez moi en fait, quand je suis tranquillement, je travaille, vous voyez les plateformes elles sont calibrées à 15 contrats futurs, 15 contrats futurs Bund, CAC, Stocks, Nasdaq, et par contre je travaille à 4-5 contrats max sur le DAX. Voilà. Donc une journée de gain, je dirais, sur 4-5 opérations de scalping, c'est autour de 1000 euros max, quoi. Voilà. Par contre, je mets des règles de sécurité, c'est-à-dire si je me fais emporter 2 fois de suite, j'arrête quand même la journée pour pas... Parce que soit je suis pas dans le tempo, soit le marché est peut-être très compliqué à travailler ou avec des phénomènes qui font que... voilà. Et en 2 mots pour conclure, pourquoi faire du scalping alors que finalement on peut porter une position pendant 2-3 jours? Pourquoi choisir ça? Le gros avantage, en fait, c'est que c'est pas trop chronophage, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rester vissé dans son ordinateur de 8h à 23h. Avec des systèmes d'alerte, comme ça, on peut faire autre chose, et dès que l'alerte sonne, on vient se concentrer, on fait son opération, donc il y a une concentration maximale sur des laps de temps très courts, donc on peut répéter cet effort dans la durée sans trop se fatiguer.
Par contre, si vous êtes en surveillance active devant les marchés, vous risquez d'avoir une usure physique, émotionnelle, qui vous fait voir des choses qui n'existent pas, qui vous fait prendre des positions qui vont vous mettre dedans. L'avantage, finalement, c'est, on dit bien qu'il veut voyager loin ménage sa monture. Moi, le scalping me permet vraiment de trader en pointillé, comme ça, tout au long de la journée, me préserver physiquement et psychiquement, et être efficace au moment où il faut l'être, avec des normes très strictes et draconiennes. On passe à vous, David, juste à côté. David Furcage, bonjour. Alors vous disiez au contraire que vous avez commencé à travailler très tôt ce matin, c'est ça? Donc racontez-nous un petit peu. En fait, la nuit était courte. Alors je ne vais pas dire de bêtises parce que ma femme est là-bas. Donc ça va rester lors de la conversation professionnelle et intéressante. Hélas, elle ne m'a pas beaucoup vu cette nuit. D'habitude, elle me voit beaucoup plus. Parce que j'ai dû veiller, en fait. Notamment parce que j'attendais un mouvement majeur sur le Nikkei depuis quelques jours et aussi sur les indices européens, au même titre que sur la paire dollar-yen. Et ce mouvement majeur, soit on le capte au moment où effectivement il est prenable, soit il est trop tard. Donc moi, en ce qui concerne mon style, je suis plus un trader de swing trading, c'est-à-dire je prends des positions entre quelques heures et quelques jours. Et ce que je cherche, c'est à capter des points de départ en volatilité, à capter des écarts importants pour m'extraire d'une position au moment où il n'a plus rien à céder. Alors, si on prend par exemple ce qui s'est passé ce matin, alors d'abord, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que je n'ai plus au fil du temps me contenter d'aucun logiciel existant. Donc j'ai dû développer le mien en fait pour appliquer mon approche qui est une approche globale. Alors sur les actions, on parle d'approche top-down. Et concernant le marché d'échange, c'est une approche intra-marché. Alors là, par exemple... C'est important, je pense, de préciser à notre audience que le Nikkei, cette nuit, a perdu un peu plus de 7% quand même. Voilà, quand tu dis que tu attendais un mouvement significatif, c'est 7% en une séance, c'est un mouvement d'exception. Justement, je vais vous le mettre. D'où la nuit blanche. Ouais. Donc ici vous avez le Nikkei ici, là, hop, là voilà. Cette grosse barre ici, c'est une barre de clôture, ça s'appelle une engulfing bearish pattern, donc qui englobe un ensemble de journées de cotation. Et j'attendais ce mouvement depuis quelques jours, au même titre que j'attends depuis quelques jours le mouvement de retraite des marchés d'actions. Donc quand on attend ça, à certains moments, hélas, ça se déroule tôt la nuit, notamment parce que le vent vient parfois des marchés, soit la clôture des marchés américains, soit des marchés européens. Alors maintenant, concernant le Forex, j'ai une approche que j'ai implémentée dans ce logiciel qui s'appelle iWeb 360. Et en fait, vous savez tous que les paires de devises sont en elles-mêmes des forces relatives. L'euro-dollar n'est autre que l'euro divisé par le dollar. Et en fait, quand l'euro-dollar progresse, on ne sait pas si c'est l'euro qui est fort ou le dollar qui est faible ou inversement. Donc j'ai explosé en fait le numérateur et le dénominateur pour obtenir des indices en fait. Donc la courbe jaune ici, celle que vous voyez ici, n'est autre que le dollar contre l'ensemble des devises. La courbe violette ici n'est autre que le yen contre l'ensemble des devises. Si bien que ça me permet de déterminer si sur le dollar yen, s'il s'agit d'un mouvement de vente ou d'achat de yen contre un mouvement opposé sur le dollar. Et là, ce que l'on voit ce matin, c'est un mouvement que j'attendais depuis un certain temps. Donc j'explose évidemment ces devises, j'explose le numérateur et le dénominateur, et je repasse le tout en passant et en temps réel. Vous voyez ici. Donc ici, vous avez l'évolution du yen ici, ce matin. C'est depuis 20h hier, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Dans un graphique donc en fréquence 5 minutes. Et vous pouvez observer ici que, donc, à partir du moment où le nickel a commencé à baisser, en fait, il y a une grosse corrélation entre la progression de l'indice nickel et le dollar yen. En fait, le yen s'est mis à se reprendre, alors que ça fait longtemps qu'il est très très faible. Et il s'est repris contre quoi? Contre le dollar à la courbe jaune, essentiellement, qui était, comme le dollar yen était très très suracheté, si les investisseurs institutionnels revenaient sur le yen, c'était essentiellement pour vendre du dollar. Donc ce matin, j'attendais ce mouvement sur le Nikkei, qui est très corrélé au dollar yen, et en réalité pour racheter du yen, mais pas contre n'importe quoi, puisque finalement, si j'avais acheté du yen pour vendre du franc suisse, il y a effectivement un mouvement sur le dollar franc suisse, pardon, sur le yen franc suisse, mais dont
dont l'espérance de gain est très faible. En fait, ce qu'il fallait faire, c'est acheter du yen pour vendre du dollar, puisqu'il y a une corrélation négative. Et là, je sais que je suis sur la paire qui possède le plus de potentiel ici. Alors là, on est sur le dollar yen, en fait. J'ai vendu ce matin à peu près sur ces niveaux. Ma grille de lecture consiste à d'abord analyser ce graphique pour ensuite arriver sur la paire elle-même. C'est-à-dire que je ne regarde aucune paire. Je regarde ça, c'est ma grille de lecture. Et avec ça, ça me permet de résumer une vingtaine de graphiques. Alors ça, effectivement, on voit que ça a commencé à partir de 4 heures, c'est ça? 4 heures dans la nuit. C'était au moment en fait de la publication de la mauvaise statistique chinoise, c'est ça? Vous avez regardé ça? Vous n'avez pas regardé du tout? Est-ce que vous regardez un petit peu les statistiques ou est-ce que vous êtes fixement sur vos graphiques et vous réagissez uniquement finalement qu'à des indicateurs techniques? Alors en fait, évidemment, sur le Forex, il faut y compris la publication de statistiques. Mais j'avais commencé à sentir un peu de fébrilité sur le discours j'allais dire de Greenspan, de Bernanke hier, ça veut dire que je ne suis pas si jeune que ça, de Bernanke qui, malgré sa tentative un petit peu de rassurer, mais a semé un peu le doute, et on percevait à la culture américaine déjà un certain doute qui pouvait, étant donné le mouvement qu'il y a sur le yen et le Nikkei, provoquer un sérieux doute sur les marchés asiatiques qui pourrait se répercuter ensuite sur les marchés européens, c'est le cas aujourd'hui. Donc ce matin, très tôt en fait, j'ai vendu par ici du dollar yen compte tenu du fait que le yen progresse et le dollar, lui, est vendu en fait. Et donc ensuite, maintenant, en termes de sortie de position, il y a deux possibilités. En fait, ce que vous pouvez observer, c'est que là, il y a un point de départ en accélération, mais est-ce qu'on peut voir ton compte? Tu as le compte ouvert pour qu'on voit la position, justement, pour ce que ça signifie? Voilà, en fait, vous pouvez observer que ce matin, j'ai vendu 500 000 contrats CFD. Là, c'est le PNL maintenant, et aussi, j'en ai encore vendu 250 000. Donc, il y a une position de 750 000 contrats CFD qui me permet d'engranger un gain depuis ce matin, depuis que je sers des pâtes à tout le monde, à peu près entre 3 et 4 000 euros par dollar. Et alors, juste un petit mot aussi sur Vivendi, en fait, parce que j'aime bien faire beaucoup de Forex, mais quand il y a des choses qui ne se ratent pas sur les actions, j'hésite pas à y aller. Donc, Vivendi, j'utilise à peu près la même approche. Et ce que l'on peut observer ici, je vais vous montrer comment ça se passe sur les marchés d'actions. Donc j'utilise ici les différents secteurs de la zone euro que je divise par un benchmark qui est le Dow Jones sur Stock 50. Et ce que l'on peut observer ici, depuis le fort moment de reprise des marchés financiers, vous vous rappelez le CAC était venu sur 3600 points, il s'est fortement repris depuis mi-avril. En fait, ce que l'on rend compte ici, c'est que le secteur média est largement sous-performant. C'est-à-dire que lorsque le CAC progresse de 5%, le secteur média, lui, va proposer peut-être que de 2%. Ce qui signifie que si on s'attend à un mouvement d'infléchissement des marchés actions, il faudra shorter le secteur média. Et donc, c'est ce que j'ai fait ce matin. Par contre, c'est un peu plus tard, ça m'a permis de... Voilà, c'est à 9h à l'ouverture, j'ai shorté donc Vivendi qui est ici, en fait. Et là, juste pour information, vous avez encore vos positions ouvertes. Vous êtes venu ici, oui. Tranquillement, vous avez fixé des ordres stop avant de venir ici au salon. Vous savez pertinemment que ce sera automatiquement débouclé sur tel niveau, c'est ça? En termes d'ordre stop, évidemment, on peut les plugger ici, là, on peut ici directement, en fait. Alors, hop, bon, normalement, quand j'ai un flux internet qui fonctionne bien, en fait, quand on clique ici, ça permet de protéger sa position. Pour le coup, je suis sorti non couvert. C'est vraiment pas bien. C'était un peu l'excellence de la question. Non mais on va tourner autour de ça, il m'a demandé ce que je faisais la nuit, je dis que je sors non couvert, donc c'est tout à fait normal. Moi j'ai posé des questions très simples. Hein. Oui, je sais, mais faut jamais pousser là-dedans, elle vit bien, tu sais très bien. Donc en fait, pour moi, le mouvement aujourd'hui, c'est pas un micro-mouvement, c'est un mouvement qui peut perdurer un certain nombre de jours. Et comme je suis là, je surveille, j'ai tout en temps réel, ça me dérange pas trop de surveiller la position. Donc là, une petite position sur Vivendi qui gagne à peu près 400 dollars. Et là, la grosse position sur le dollar yen qui permet d'engranger quelque chose d'intéressant. Pour un mot pour conclure, tout à l'heure, Denis parlait de l'indicateur chinois qui est sorti cette nuit, qui pourrait être un déclencheur. Et bon, tu disais oui, ça ou autre chose. Mais en même temps, tu as commencé ta carrière comme économiste pendant quelques années, si ma mémoire est bonne. Oui. Et puis, l'analyse technique est venue. Comment aujourd'hui tu concilies ces deux aspects?
Alors il faut absolument, on avait déjà discuté quand on se fréquentait un peu plus, il faut absolument faire preuve de schizophrénie, c'est-à-dire avoir un cerveau qui est un petit peu fondamental et un autre cerveau qui est technique. Il faut qu'il y ait une claire séparation entre les deux, sinon ça biaise votre vision des graphiques. Voilà, donc c'est quelque chose que j'arrive à faire, que j'ai réussi, je suis parvenu à faire avec le travail, mais quand au début j'ai commencé cette approche chartiste, technique, etc., en venant d'une formation qui était très économiste, j'ai eu du mal au début à m'en décoller, mais c'est quelque chose que j'arrive à faire à présent. Maintenant, concernant l'indicateur chinois, je pense que, alors j'enseigne aussi la finance comportementale, et ce dont on se rend compte, c'est qu'une mauvaise nouvelle est attendue, et même si elle avait été un peu bonne, peut-être que le marché aurait baissé. C'est-à-dire que le marché avait, depuis quelques jours, un peu envie de baisser, et qu'il a trouvé les raisons avec cette statistique, mais je pense que si c'était pas celle-là, ça aurait été peut-être dans quelques heures une autre. Je pense que le marché avait envie de baisser, quelle que soit la bonne ou mauvaise nouvelle, elle n'aurait fait que repousser un petit peu les choses. Merci David, et puis Stéphane, n'oubliez pas de nous signaler si à un moment vous voyez quelque chose sur le marché qui est intéressant. On passe à vous, Benoît Rousseau, juste à côté de vous, et je rappelais tout à l'heure en préliminaire qu'effectivement vous avez un parcours un petit peu différent. Vous avez été professeur d'histoire économique avant de passer au trading depuis maintenant plus de 15 ans, donc belle expérience là aussi. Dites-nous en peut-être un petit peu plus, et puis vos méthodes de travail, est-ce qu'elles se comparent à celles qu'on vient d'entendre depuis quelques instants, ou est-ce qu'elles sont radicalement différentes? Alors bonjour à tous. Je trade depuis 17 ans maintenant. J'ai commencé à 22 ans et je m'intéresse au monde du trading depuis l'âge de 15 ans. Mais entre 15 et 22 ans, je n'avais pas les moyens de trader. Donc je n'ai ni le droit non plus de trader. Donc peut-être que certains se rappellent cette époque, on n'avait pas l'internet, on avait à peine le Minitel. Donc c'était très compliqué pour trader. Donc j'ai commencé à trader quand j'étais étudiant. Dès que j'ai pu mettre un tout petit peu d'argent de côté, je me suis précipité, c'était en 1995-96, sur le Monep. J'ai directement commencé sur les options. On a commencé par la même chose. J'ai beaucoup perdu. On a commencé par les mêmes. Écoutez, à peu près la même expérience, hein, puisque je vais peut-être vous casser un petit peu le rêve de certains qui s'imaginent que le monde du trading est fascinant et qu'on roule tous en Porsche. Je suis arrivé en Congo, vous voyez, c'est pas très original, c'est pas magnifique. Je trade donc depuis 17 ans et j'ai perdu de l'argent avec une constance et une régularité pendant 12 ans. Voilà. Donc on dit toujours c'est le prix de la formation, je l'ai payé très cher. Jusqu'à une date qui est marquée extrêmement forte pour moi dans la psychologie, le jour où en moins de 4 heures j'ai perdu 50% de mon portefeuille boursier. À l'époque j'avais l'équivalent de 50 000 € et j'ai pu perdre en 4 heures 25 000 €. Tout simplement en craquant totalement psychologiquement. À l'époque j'étais enseignant et je tradais tout en enseignant, donc je faisais par exemple ce genre de choses, des cours parfois d'amphi, je tradais en même temps, simultané. Il m'est arrivé lorsque je faisais cours en plénière, d'avoir ma clé 3G qui tombait en panne, d'évoquer un problème urinaire pour vite aller me précipiter dans les WC pour essayer de me reconnecter, etc. Donc je pense que certains qui sourient, ils ont connu ça. J'ai été boursicoteur, entre guillemets, passionné pendant 12 ans. J'ai essayé d'avoir une activité professionnelle assez intéressante, mais je continue à trader. Donc je me vois encore trader avec les premières clés 3G, l'ordinateur portable sur le côté passager, en étant sur l'autoroute, tout en regardant où j'en étais dans mes positions, faire des conseils. Tout au début, quand j'étais au lycée, faire des conseils de classe où j'étais en train de trader en disant « Et cet élève, vous en pensez pas ?»« Oui, très bien, ça allait très bien, je faisais 500 € sur le Nasdaq, il n'y a pas de souci. » Donc, et inventer aussi, j'ai aussi travaillé chez Renault, F Aquitaine, j'ai eu certaines anciennes personnes d'F Aquitaine qui vont peut-être l'apprendre. Inventer parfois des quintes de tout pour ressortir lors de stages ou de réunions pour aller passer mes ordres en catastrophe. Sur mon PC, etc. Donc peut-être certains ont connu ça. J'ai été, j'en parle au passé maintenant avec un grand plaisir, un trader addict. C'est-à-dire que je posais par exemple mes jours fériés
mes congés en fonction du trading. Si la bourse était fermée, c'était... Ah bah de toute façon, je prenais le calendrier et je me disais, tiens, là, en posant 3 jours, je peux avoir une semaine, etc. Donc toute ma vie était centrée, totalement tournée sur le trading, je vivais trading. Maintenant, c'est plus une drogue alors Maintenant, je lutte pour que ce ne soit plus une drogue. Et c'est aussi pour ça, je rejoins mon collègue, que je fais du scalping, parce que je me prends des petites doses extrêmement rapides pour éviter de replonger intensivement, de prendre ma ligne de shoot. Je peux prendre ma ligne de shoot rapidement, je passe un peu à autre chose. J'ai une société où je fais autre chose, mais donc je suis trader en compte propre, mais j'ai une société, bon, je ne vais pas vous faire la société sur internet, etc. Et je l'ai pour m'occuper. Car je pense que vous avez peut-être connu ça, mon principal problème et défaut en tant que trader, c'est d'attendre devant mon écran. Dès que là, il est 7h55, les futurs, qu'est-ce que vont donner les futurs? 8h, on est là, etc. On attend, parfois 9-10 heures par jour. Et qu'est-ce que l'on va faire? Et bien, on va faire le trade d'ennui, parce qu'on s'ennuie. Parce qu'au bout d'un moment, ça fait 4 heures qu'on est devant son écran, on n'a rien fait. Et on a tout un imaginaire derrière, on se dit, oui, moi j'ai rien fait, il y a des gens derrière qui gagnent de l'argent. Et moi j'ai envie d'être dans le jeu, j'ai envie de rentrer. Et donc je prends une position. Et à la limite, peu importe la position, je la prends. J'y suis, je rentre dans le jeu. Et c'est ces trades-là qui me faisaient perdre les gains de la journée, de la semaine, du mois. C'est des trades que je conservais comme ça. Et après cette journée noire où j'ai perdu 25 000 euros, j'étais enseignant, donc je ne vous cacherai pas qu'un enseignant, en faisant quelques heures supplémentaires et en grattant à gauche à droite, gagne à peine 2 000 euros par mois. Donc quand vous en perdez 25 000 dans la journée, vous êtes en train de faire le calcul, c'est 1 an de boulot à s'emmerder à l'éducation nationale, et c'est à peu près juste que vous gagnez 8 à 10 ans de ce que je pouvais mettre de côté. Donc quand j'ai eu ce Black Friday, j'ai arrêté 6 mois. Je me suis dit, bah, je suis un gros nul, je suis un gros naze, ça sert à rien. J'ai repris l'intégralité de mes pertes des 12 dernières années et j'en étais à 160 000 euros de pertes sur 12 ans. Alors, inévitablement, vous faites quoi? Vous vous dites, et si j'avais pas tradé? Et si j'avais mis ça sur un compte à 3%? Et si j'avais mis ça dans une assurance vie à la con? Mon Dieu, un bel appartement qui s'est envolé. Des jours de trading, des semaines, des milliers d'heures de trading pour être perdant. Voilà. Et donc j'ai eu cette, entre guillemets, révolution mentale où j'ai essayé de tout réanalyser. Donc j'ai repris une année, par exemple en 2004, j'avais fait 25 000 trades, pour vous donner un ordre d'idée. J'étais un peu un scalper très intensif à l'époque. Je scalpais sans même trop savoir ce que je faisais. L'important c'était que je sois dans le jeu. Je prenais, ça montait, super, ça descendait, tant pis. Je jouais en fait. Et la véritable révolution, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui doivent se poser cette question, c'est déjà vous demander si vous êtes accro, addict, et est-ce que vous venez en bourse pour jouer, pour avoir des émotions, du rêve, ou si vous venez en bourse pour investir. Et là, c'est toute la différence entre un boursicoteur qui fait ça pour s'amuser un petit peu, et un trader qui fait ça pour en vivre. Et d'un seul coup, il y a une autre psychologie totalement différente. Avant, je tradais pour gagner. Ma règle numéro 1, c'était je tradais, j'ouvrais un trade et je voyais combien je pouvais gagner. Maintenant, ma règle numéro 1 en bourse, c'est ma règle numéro 1. J'en ai 10, mon mantra des traders. Je la lis tous les matins avant de commencer à trader. Je me force, j'essaie de me canaliser. Ma règle numéro 1, c'est ne pas perdre d'argent. Et à partir du moment où vous acceptez cette idée-là, vous allez prendre beaucoup moins de risques. On essaye une journée de trading où je ne perds pas d'argent, c'est une belle journée. J'ai gagné en expérience. Mon fonds de roulement, mon patrimoine est toujours intact, il est toujours disponible pour une nouvelle opportunité. Et c'est ça qu'il faut accepter. Des trades dans ma façon de scalper, j'en rate à peu près 1 sur 3, parce que je suis de plus en plus prudent. C'est pas grave, j'en rate 1 dans la journée, j'en rate 2, j'en rate 3 dans la journée, mais je vais en avoir 2 autres qui vont être gagnants. Alors, comment je fonctionne? Est-ce qu'il y a des choses là en ce moment justement à faire ou est-ce que c'est le moment de ne rien faire? Alors, je vais vous dire, très honnêtement, si je respecte mes règles de trading, là j'en ai 3 qui sautent. Donc là, normalement, je ne devrais même pas être là. J'ai une règle, il faut que j'ai des moyens techniques corrects. Vous pouvez aller voir au fond, là, j'ai un stand sur mon site, j'ai amené ma station de trading. J'ai 7 écrans. Je visualise à peu près 15 à 16 indicateurs en même temps.
15 à 16 graphiques en même temps. Là, je réussis difficilement à en avoir 5 qui se chevauchent, c'est un peu la catastrophe. Et je vous cache pas, je perds absolument tous mes repères. C'est ce que disait Stéphane tout à l'heure, il disait l'écran est petit, on perd ses repères et on est, je pense que quand on traite de plus en plus, on a besoin, comme des sportifs, comme des joueurs de poker, on se rassure sur des petites choses. Bon, ben moi, tous les matins, à 7h40, je lis mes directs de trading, je les coche pour vérifier si je suis en état de trader. Et parmi ça, il y a des conditions technologiques à avoir, toujours avoir une sécurité. Là, si votre connexion pète et que j'ai ce îlot, j'ai pas l'air fin. Donc, au moins avoir une solution de sécurité. Pensez toujours que l'électricité peut être coupée. J'ai perdu 3000 € sur une coupure d'électricité. Voilà, ça vaut pas mer aussi. Voilà, non. Mais 5000 € sur une coupure d'électricité, vous en voulez beaucoup à EDF. Donc, vous vous achetez une batterie de secours qui peut vous permettre de tenir 15 minutes votre PC, votre connexion ADSL, même s'il y a une coupure d'électricité. Alors moi, je travaille totalement sur les points pivots. Donc là, par exemple, sur le France 40, sur le CAC 40, donc normalement j'ai 5 UT différentes. Donc là je vous ai mis la plus petite. UT c'est unité de temps. Pardon, excusez-moi, en unité de temps. Donc là je vous ai mis la plus petite et celle avec laquelle je travaille le maximum. Mais ce qui me fait prendre des décisions, c'est là j'ai une unité de temps en 1 minute, j'ai une unité de temps en 2 heures, mais qui me permet de visualiser approximativement l'ensemble de la semaine pour voir la dynamique. Et j'ai des unités de temps 5 minutes, 15 minutes pour pouvoir me positionner justement sur mon unité là. Alors, je joue, vous voyez, je ne devrais pas le dire, j'investis. J'investis sur les points pivots essentiellement. Donc là, j'ai les points pivots journaliers et j'ai les points pivots hebdomadaires qui vont renforcer ma prise de décision. Donc là, je n'interviendrai sur le CAC 40 que si on va aller taper le point pivot journalier en S3 vers les 3926, qui me sera renforcé par le fait qu'au niveau hebdomadaire, j'ai mon S2, mi-S2 qui est à 3918. Donc, en tant que scalper dans ma façon de faire, si jamais les 3926 sont cassés, on a, entre guillemets, si vous voulez, une rambarde de sécurité qui est le point pivot hebdomadaire à 18. Donc, je positionnerai mon ordre entre 20 et 21 pour choper le rebond à ce niveau-là et pour le revendre sur un retour sur 26. Généralement, quand on scalpe les points pivots sur S3, vous allez vous positionner vers 3727, 3726 pour être sûr d'avoir le début du rebond. C'était ce que je faisais avant, maintenant je me positionne en dessous. Pourquoi? Parce que là, on va avoir des marchés extrêmement nerveux. Extrêmement nerveux. On est à -7 sur le Japon. Et là, on est tous à ne pas savoir si c'est le début, si c'est le signal de « Allez les gars, on se met tout à vendre ». On a monté depuis 18 mois, on attend tous un signal, on est tous là à se dire « c'est super haut, on fait quoi maintenant ?» C'est peut-être le signal, le Japon nous a peut-être dit, on a déjà vu des débuts de changement de trend sur du Japon qui font du -7. Et on se pose tous la question là, c'est que va faire les États-Unis? Je vais m'arrêter là, je parle certainement beaucoup. L'importance, c'est de bien voir que vous avez un marché directeur. Grosso modo, je trade le DAX et le CAC 40, je les trade un peu le matin et après l'après-midi, j'attends que nos maîtres décident dans quel sens on doit aller. Donc c'est pour ça que tout en tradant le CAC 40 et le DAX, j'ai constamment un œil sur le Dow Jones. Voilà, ça marche. J'ai toujours un œil sur le Dow Jones. D'accord? Donc sur le Dow Jones par exemple, si on va taper 15 137, je vais me mettre à acheter par exemple du DAX. Parce que les indices vont suivre, les indices européens vont suivre exactement les mouvements des indices américains. Si vous avez tradé, vous l'avez vu des tas de fois, l'Europe le matin, tout va bien, on y a tout va très bien, et puis les États-Unis décident que ça va pas, le Dow Jones s'ouvre en baisse, on est à -2 sur Dow Jones, et nous en Europe, on va finir à -4 ou à -5. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Rien. Les États-Unis ont décidé que ça allait pas, donc ça allait pas, et vice-versa. Donc ne jamais oublier que si vous tradez l'après-midi, il faut vraiment totalement suivre les États-Unis. C'est eux qui donnent le tempo. Alors Benoît, comme je voyais avec Stéphane et avec David, bon, une bonne journée, tu disais, c'est d'abord de ne pas perdre son capital. Ça, c'est une règle de base. Si vous êtes chef d'entreprise quand vous avez des capitales, vous êtes chef d'entreprise. Vous ne flinguez pas votre fonds de roulement.
C'est tout. Maintenant, à traiter comme ça tous les jours en scalping, qu'est-ce qu'on peut résoudre?